se pose la question de ce qui pousse les équipes à se lancer dans un programme ou dans un projet de classe en notation chiffrée, on a pratiquement une série de réponses qui revient tout le temps. La première, c'est que les enseignants ne sont pas satisfaits du tout de voir qu'un certain nombre d'élèves ne réussissent pas. La seconde, c'est de voir que c'est toujours les mêmes élèves qui ne réussissent pas. C'est-à-dire que les collègues nous disent qu'il y a quand même un problème de déterminisme de l'échec scolaire qui nous pose problème. C'est l'insatisfaction de faire tous les constats que ces échecs génèrent, c'est-à-dire les problématiques de climat, le décrochage, etc., etc. C'est l'analyse, quand on discute avec eux, que pour ces élèves, il y a un problème de sens dans les apprentissages et qu'il y a un problème de lien entre les disciplines. Ça revient systématiquement. L'hypothèse qu'ils font, et qui est malheureusement très souvent vérifiable, qu'il y a un véritable lien entre l'échec de ces élèves et les climats de classe qui sont très souvent dégradés lorsqu'un trop grand nombre d'élèves en difficulté ne parvient pas à trouver son compte en cours. La certitude du lien entre échec et décrochage, ça fait l'ombre d'un doute pour à peu près personne. Et enfin, la conviction qu'autre chose est possible. Ça, c'est ce qui réunit, j'ai envie de dire, tous les acteurs qui, à un moment ou à un autre, pensent à mettre en œuvre autre chose pour que un certain nombre de ces données constatées puissent changer. Ils ont raison de faire ce pari qu'autre chose est possible, parce qu'en fait, malgré toutes les difficultés ou toutes les imperfections, on peut dire que ce pari, il est gagné. Il est gagné pour les élèves d'abord, parce que les constats qu'on fait montrent que tous les élèves progressent. Dans les classes sans notation chiffrée, tous les élèves progressent. Ils ne progressent pas tous jusqu'à avoir des niveaux absolument extraordinaires et être présentables au concours général, mais tous progressent, ce qui n'est pas le cas dans les autres classes. Au niveau des résultats, au niveau de l'autonomie, au niveau de la prise de parole, de l'oral, de la façon de se sentir élève, au niveau de l'usage des nouvelles technologies, bref, ils progressent à peu près partout. La deuxième chose dont on prend conscience, c'est que le rapport au savoir est modifié. Les professeurs nous disent que nos élèves ont une curiosité intellectuelle plus grande. Ils ont comme s'ils retrouvaient une envie de chercher, une envie d'apprendre. L'estime de soi des élèves, également l'assurance, l'esprit d'initiative, retrouvent une place dans les classes. Un esprit de collaboration, une solidarité entre pairs se met à vivre dans les classes. Parce que on travaille davantage en groupe, on a d'autres types de pratiques qui font que les collaborations deviennent un mode de vie dans la classe. Du coup, le climat de classe, bien évidemment, est modifié. Climat de classe modifié parce que finalement, on est dans des situations où concrètement, on vit l'apprentissage des relations citoyennes, des relations de respect, des compétences sociales et civiques. Et enfin, ça c'est les CPE qui nous le disent, l'absentéisme recule d'une manière absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'on va en gros de 1 à 10 sur l'échelle des coefficients d'absentéisme des élèves pour ces classes-là. Quand sur tout un niveau, il y a une centaine d'absences pour des élèves dans les classes, pour la classe en notation chiffrée, il y a une absence. C'est vraiment phénoménal. On a le même rapport de diminution des rapports d'incidents. C'est-à-dire que les CPE nous disent que dans les classes en notation chiffrée, il n'y a plus de rapport d'incidents. Voilà.
Donc vous voyez que c'est quand même un bilan positif et que on n'est pas du tout dans l'autosatisfaction gratuite quand on parle de paris gagnés pour les élèves. D'ailleurs, quand on écoute les élèves, voilà ce qu'ils nous en disent. Ces élèves-là appelaient leur classe en notation chiffrée la classe projet, parce qu'elle s'appelait comme ça dans l'établissement. Et vous voyez, on comprend bien que ça illustre les constats dont on parlait. Comme on peut comprendre pourquoi on s'est trompé, on peut mieux travailler, donc on progresse. Comme il y a des moments pour réguler les tensions, le climat scolaire est meilleur. Et comme on est dans une dynamique de projet, on apprend la vie. Ça, ce sont des élèves qui nous ont donné ces paroles. Et quand on leur a demandé de faire passer, vous savez, on a passé dans un doodle un écrit d'appréciation sur ce qu'ils pensaient de cette classe projet. Voilà ce qui est ressorti. Avec des choses qui sont quand même intéressantes et qu'on voit assez rarement dans les appréciations des élèves qui concernent l'école. Je pense à joyeux, je pense à amusant, je pense à actif. Eh bien, effectivement, moi, que des élèves trouvent que c'est amusant de venir en classe, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Alors ça, c'était pour les élèves, mais pour les enseignants, eh bien, le pari, il est gagné aussi quand on interroge les enseignants. Pourquoi il est gagné? Parce que ce que les enseignants nous disent, la première chose qu'ils nous disent, c'est d'abord que les cours retrouvent quelque chose de vivant et que c'est beaucoup plus agréable. Ils nous disent aussi qu'on passe avec ces projets-là très naturellement de l'individu à l'équipe. Parce que forcément, à partir du moment où on décide d'enlever cette pratique individuelle qu'est la notation chiffrée, on est bien obligé de chercher ensemble et de trouver ensemble comment faire autrement. Et donc, on a des gens qui se réunissent. Et du coup, travailler ensemble, ça porte une logique de projet. Et que cette logique de projet, elle permet de faire du lien entre les disciplines. Et que donc, le problème qu'on posait tout à l'heure du manque de lien entre ces disciplines, peu à peu, c'est un problème qui trouve ses solutions. Et puis, les enseignants nous disent que, en fait, le fait de travailler en équipe, ça les force à réinterroger leurs réflexions et leurs pratiques. Et que finalement, ils ressortent bien plus enrichis, intellectuellement, professionnellement, parce qu'ils cherchent avec d'autres, parce qu'ils échangent avec d'autres, parce qu'ils lisent et ils se nourrissent de la réflexion partagée les uns les autres, et que finalement, ils prennent beaucoup plus de plaisir à faire leur métier que lorsqu'ils étaient tout seuls dans leur classe. Là encore, on retrouve cette notion de plaisir qu'on a vue tout à l'heure pour les élèves. Et là encore, c'est une idée, évidemment, qui me plaît bien, que des professeurs puissent prendre plaisir à venir travailler. Ils redécouvrent ou ils découvrent un autre lien à l'élève. Ça aussi, ils nous le disent. En fait, ils se rendent compte que la relation stricto sensu scolaire avec l'élève n'est pas une relation, en fait, avec une personne, que c'est une relation tronquée. Alors que quand on est dans une dynamique de projet, on a une relation avec l'élève dans sa globalité. Et que ça change les choses. Parce qu'on peut avoir un élève en grande difficulté scolaire qui, pour autant, est capable de développer un certain nombre de qualités et de compétences qui vont servir au projet et qu'on apprécie grandement. Donc la vision de l'élève par le professeur va changer. Et puis surtout que le fait d'évaluer autrement, finalement, ça ne modifie pas simplement l'évaluation, ça modifie toute la posture de l'enseignant. Ça, ce sont les collègues qui mettent en place depuis un certain temps les classes en notation chiffrée et qui, en regardant dans le rétroviseur, se sont rendus compte, alors qu'ils ne l'avaient pas forcément prévu au départ, se sont rendus compte que finalement, c'était toute leur posture qui avait changé. Pas seulement en situation d'évaluation. Et là, je pense à des collègues qui sont dans ce type de projet, je vois les collègues qui sont là, depuis un certain temps, et qui, petit à petit, ont modifié leur geste professionnel pour être professeurs d'une autre façon dans la classe.
mais à tous les cours, pas seulement en situation d'évaluation. Alors quand on a travaillé à une formation avec les collègues de la CARDI, on avait présenté 3 diapos que j'ai repris là, pour vous montrer ce dont je parle. Tout le monde connaît ce schéma, vous savez, la relation entre savoir, élève, prof, etc. Voilà, avec normalement des choses qui vont dans tous les sens, entre les uns et les autres. Quand on regarde les professeurs, les cours, très souvent, en fait, le triangle, il est démoli au profit d'une posture qui est à peu près celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, involontairement, à vouloir absolument contrôler le cours, le professeur, imaginons que ce soit le tableau, il est... Je peux pas bouger? Si, il est là. C'est le tableau. Désolée, je peux pas bouger. Donc, en fait, quand on se met avec le tableau dans le dos, symboliquement, c'est comme si on faisait écran entre les élèves et le savoir qui est au tableau. D'accord? Et cette posture-là, on la voit encore fréquemment. On la voit encore fréquemment. Et alors, en général, je fais rire les gens parce que plus le professeur a de charisme, vous voyez, plus c'est compliqué d'atteindre les savoirs quand même pour les élèves. Contradictoirement. En tout cas, en toute autonomie. Ça ne veut pas dire que le professeur n'apporte rien à ses élèves. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que les élèves ont du mal à avoir un accès autonome au savoir. Lorsque l'inspectrice que je suis ou que mon collègue viennent et que cette situation se produit, je peux vous dire que au mieux, on prend des notes consciencieusement sur ce qui se passe. La plupart du temps, quand même, si nous on s'ennuie, les élèves aussi. Hein. Par contre, quand on a un élève, que le lien se fait directement et qu'on conçoit son cours avec un professeur, d'autres élèves, du travail de groupe, des documents, des ressources numériques, etc., etc. Alors, d'une part, le professeur apprend à lâcher prise, et puis alors l'inspecteur, je peux vous dire, non seulement il est content, mais en général, il finit au milieu des élèves. Il finit au milieu des élèves parce que les élèves sont suffisamment à l'aise pour appeler l'inspecteur. Et comme c'est super intéressant ce qui se passe, l'inspecteur a envie d'aller voir ce que font les élèves. Voilà. Alors, cela dit, toute blague à part, c'est important de savoir que dans ces classes, ce qu'apprennent les professeurs finalement, c'est à faire un pas de côté. Un pas de côté qui permet aux élèves de voir le tableau. Vous voyez ? Et pour faire un pas de côté, il faut un certain nombre de choses qu'apprennent assez naturellement à faire les collègues au bout d'un moment quand ils pratiquent l'évaluation dans les classes sans notation chiffrée. Je ne sais pas pourquoi ça se met comme ça, c'est pas grave. C'est absolument pas ce qui était prévu, mais il faut savoir improviser. Vous voyez, c'est ça, le lâcher prise. L'idée, quand même, c'est que si on veut que l'élève gagne en autonomie, prenne la responsabilité de sa scolarité, il faut lui redonner la place qui lui revient dans l'organisation de cette scolarité. Et donc, ça suppose que l'enseignant va créer les conditions, en lâchant prise, au bon sens du terme, pour que l'élève soit à la fois acteur et auteur. Et je vous ai repris ça parce que c'est intéressant de se rappeler que auteur et acteur, c'est le même mot. Vous savez, souvent dans les discours, on l'utilise. Hein. Il faut qu'il soit acteur de ses apprentissages, il faut qu'il soit auteur de ceci. C'est pareil. Il faut qu'il soit autonome, en fait. Hein. En latin, c'est le même mot. C'est à la fois la notion de grandir et à la fois la notion d'être à l'origine de, d'être le créateur de. Il faut que l'élève soit celui par lequel l'enfant va grandir. Et ça, c'est une vision qui peu à peu
peut se mettre en place dès lors qu'on pratique des projets de suppression d'un certain nombre d'habitudes, notamment les notes comme moyen d'évaluation. Du coup, quand on fait un pas de côté, on se retrouve dans une situation qui est qu'on doit tout expliciter. C'est-à-dire que cette idée que l'élève va devoir prendre ses responsabilités, ça va amener le professeur, et c'est un changement extrêmement fort dans sa pratique, à expliciter. Parce que non, la pédagogie n'est pas naturellement explicite. En tout cas, la pratique pédagogique des enseignants n'est pas naturellement explicite. Et expliciter, mettre en œuvre une pédagogie explicite, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'évacuer le risque des malentendus. Et vous savez pertinemment que les malentendus sont d'autant plus nombreux que les élèves sont culturellement éloignés de l'école et que vous parlez à des non-initiés. Et c'est ce qui fait qu'on a toujours les mêmes élèves qui sont en difficulté devant l'implicite de l'école, les mêmes élèves et les mêmes familles, on pourrait rajouter. Et parce que finalement, on a tous des représentations mentales, et il n'y a que l'explicitation qui permet de remplacer une représentation mentale fausse par une autre plus juste. Et que finalement, apprendre, c'est ça. C'est remplacer une représentation fausse par une plus juste. Voilà. On a coutume de dire dans nos stages de formation qu'on a cru que la Terre était plate jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elle était ronde. Voilà. On est dans ce type de dynamique. Les adultes fonctionnent de la même manière. On apprend toujours de la même manière. Et donc, les professeurs nous disent que du coup, ils ont pris l'habitude dans ces classes de tout expliciter. Alors, quand je dis tout expliciter, tout le monde n'explicite pas tout ce que je vais montrer, mais ce sont les objets d'explicitation qui viennent. Et nous, on appelle ça perdre du temps pour en gagner. Tiens, ça recommence. Donc, c'est pas grave. Donc, ils explicitent comment on va travailler, sur quoi on va travailler, quelle méthodologie, quels objectifs d'apprentissage. Important, les objectifs d'apprentissage. Interrogez les élèves à la sortie d'un cours sur ce qu'ils ont appris. Ils vous répondent par ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Vous avez le bon élève, l'élève qui réussit bien et qui vous dit on a travaillé sur l'accord du participe passé. Après, vous avez celui pour qui c'est moins facile et qui vous dit on a fait de la grammaire. Puis après, vous avez celui qui vous dit on a écrit dans le cahier rouge. Donc, les objectifs d'apprentissage, c'est pas si lisible que ça. Voilà tout ce qui se met à être explicité dans les classes en notation chiffrée. Vous voyez bien que ça change la donne quand même. Hein. On n'est plus du tout sur de la connivence par rapport à de l'explicite. On est sur quelque chose qui est donné à l'élève. Et puis il y a une phrase qu'on aime bien, c'est celle-là. Parce qu'en fait, ce qui se met en place dans les classes en notation chiffrée, ce sont des situations de plus en plus fréquentes de recherche pour les élèves. C'est une très très vieille phrase grecque. Je ne sais même pas de quand elle date. Donc on ne parlait pas encore de tâches complexes à cette époque-là, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais vous voyez bien qu'on est dans cet esprit où l'élève va prendre à bras-le-corps les contenus scolaires et va essayer de dégager le sens de ce qui lui résiste. Donc quand on nous dit que dans les classes en notation chiffrée, on fait des choses faciles pour faire réussir les élèves, c'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. Au contraire, on a pour eux une ambition de les mettre en situation de travailler des objets qui leur résistent de façon bien plus fréquente que dans une pédagogie moins innovante. Donc on est bien sur cet objectif principal de responsabiliser l'élève dans ses apprentissages. Et comment le font les équipes? En fait, elles font des choix pédagogiques communs. Je parlais de l'équipe naturelle tout à l'heure, c'est ça qui se passe. Cette évaluation, elle est rendue transparente. Les apprentissages, pour répondre à cette évaluation, prennent du sens.
Et automatiquement aussi se mettent en place des moments de régulation. Parce que si on travaille à plusieurs, si on lâche prise, du coup, de temps en temps, il faut qu'on se parle pour que ça se passe bien. Et là, on apprend des compétences sociales et civiques. Ah. Différenciation claire des évaluations pour les professeurs. Je parlais de développement professionnel tout à l'heure. On va dans des classes, on voit parfois des gens qui mélangent tout. Là, c'est clair. Le droit à l'erreur. On en parle du statut de l'erreur. Comment on le met en place dans les classes? Dans les classes en notation chiffrée, l'erreur a un vrai statut. On prépare l'évaluation. On est informé. On sait ce à quoi on doit s'attendre. Il y a une contractualisation sur les contenus indispensables. Et pourquoi ils sont indispensables en plus. Ça, c'est extrêmement important pour les élèves. Et puis, on évalue à l'aide de repères qui sont objectivés. C'est pas au doigt mouillé qu'on met une note sur une copie, en se disant, elle vaut à peu près... ce qu'on apprend aussi, c'est à partir des élèves. Donc on en était là, hein, les représentations initiales, les remarques, les intérêts, etc., les talents. Ça favorise une approche pluridisciplinaire des programmes. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand des gens travaillent ensemble, ce dont ils éprouvent assez vite le besoin, c'est d'harmoniser leur pratique. Donc ils harmonisent leur progression, ils proposent un certain nombre de projets et ils les conduisent ensemble. On voit partout apparaître des choses comme les après-midi projets, les semaines banalisées, les barrettes de matière, les projets transversaux, etc., etc. Systématiquement et très naturellement, quand on conduit depuis un certain temps une classe sans notation chiffrée, se mettre ce type d'organisation en place. C'est pas un hasard. Ça n'a pas été imposé. Il y a une raison. C'est qu'à un moment donné, l'équipe a besoin de pouvoir s'exprimer en tant qu'équipe sur le projet qu'elle porte. Et que la classe a besoin de se retrouver dans ce projet. Donc, on va demander des temps. Et on va organiser des temps. Autre caractéristique aussi, chez ceux qui mènent ce type d'expérimentation, très souvent, c'est accompagné d'une ouverture vers l'extérieur. Parce que les élèves, ils ont l'idée de se dire, eh ben, si on allait voir quand on pose un problème. Et donc, il y a des propositions de sortie, de séjour, d'ateliers, il y a des propositions pour faire venir des gens dans l'établissement, il y a des propositions pour sortir de l'établissement et aller voir des gens. Et du coup, comme ça se passe bien, et que c'est sur la base d'un projet, on se rend compte que dans ces classes-là, effectivement, on a très souvent une ouverture sur l'extérieur plus importante que dans les classes plus banales. Et puis, on communique plus facilement avec les élèves. Les élèves font des blogs, il y a des échanges, on réalise un certain nombre de productions, les élèves proposent. Ils vous proposent de faire un film pour les journées portes ouvertes de l'établissement, ils proposent toutes sortes de choses, parce que pour eux, c'est relativement naturel, ils sont dans de la conduite de projet, et donc, la communication arrive assez naturellement et fait partie de l'activité qu'ils développent. Et puis pour les professeurs, on disait tout à l'heure que d'autres modalités venaient se mettre en place. Très souvent, dans les équipes des classes en notation chiffrée, il y a des professeurs tuteurs qui prennent en charge des petits groupes ou des élèves un petit peu plus en difficulté, sans qu'on l'ait demandé ni que ce soit institutionnalisé. Ce qui change aussi, je parlais de moment tout à l'heure de régulation, c'est que tous nous disent que les heures de vie de classe ont pris une vraie dimension de vie de classe. Que ce sont des vraies réunions de régulation, des réunions de bilan, des conseils de classe, alors pas le conseil de classe au sens où on l'entend traditionnellement entre professeurs pour examiner des bulletins, le conseil des élèves dans la classe, avec leurs professeurs. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait une parole d'élève qui disait que
la classe projet, dans la classe projet, on arrivait à résoudre les tensions, à réguler les tensions. Parce que très naturellement, au bout d'un moment, ce type de réunion va être un moment clé, rituel, où la classe va se poser un certain nombre de problèmes. Et puis, les derniers qui n'apparaissent pas là, mais dont je voulais parler, c'était les parents. Dans les classes sans notation chiffrée, on a des réunions d'information régulières, beaucoup plus que dans les classes banales. Et on a un vrai souci, on fait un vrai effort pour rendre lisible l'école aux parents. Parce que comme on a besoin de s'expliquer, comme on a besoin que les parents comprennent avec quel codage on fonctionne, eh bien on va davantage au devant des familles, on est davantage dans l'explicitation aussi vis-à-vis des parents. Et pour bien faire comprendre aux parents ce dont on est en train de parler, très souvent, on aboutit à leur montrer ce que font leurs enfants. Ce qui, dans le second degré, est quand même, je vous le rappelle, beaucoup plus rare qu'à l'école élémentaire. Même si ça recommence un petit peu à se développer avec des journées portes ouvertes qui s'étendent, qui descendent au collège, je vais le dire comme ça reste quand même une pratique assez peu courante qu'il y ait des démonstrations ou des expositions au fil de l'eau, au fil de l'année, des travaux des élèves. Alors, là, je vous ai fait un panorama général de tout ce que nous rencontrions quand nous vous rencontrions dans vos établissements. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait tout ça, mais ça veut dire qu'à vous tous, vous faites tout ça. Et que c'était l'intérêt de vous retrouver aujourd'hui et de vous rassembler aujourd'hui, c'est de vous permettre de réfléchir et de travailler sur tout ça par rapport à ce que vous faites déjà et par rapport à ce que vous voudriez faire pour aller plus loin. Maintenant, quand on regarde bien ce qui se passe dans ces classes sans notation chiffrée, la question quand même que je suis obligée de vous poser, c'est de vous demander si ça vous rappelle rien. Le café n'a pas été suffisant, monsieur Rabin. Quand même, en termes de philosophie, quand même, qu'est-ce que vous faites dans les classes sans notation chiffrée sinon travailler comme ça? Et par certains aspects, peut-être aussi, je vous laisse méditer. Pendant que vous méditez, je vais passer la parole à mon collègue, parce que justement, sur cette question du socle commun, il y a peut-être des choses à revisiter pour montrer que vous êtes vraiment dans la perspective de ce fameux nouveau socle de connaissances, de compétences, de connaissances et de culture. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Alain pour